Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis avec Francis Joyon aujourd'hui qui va vous faire visiter son bateau Idexport. Bonjour Francis. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce bateau, comment est-ce qu'il fonctionne et qu'est-ce que vous faites avec? Alors, je vais vous faire une petite visite. C'est un des plus grands trimarans du monde. Il fait 32 mètres, il y a 32 mètres de mât, il fait 22 mètres 50 de large. Et là, en fait, on est un petit peu au cœur de tout ce qui se passe. On est dans le cockpit. Alors, vous voyez les winches, les colonnes, c'est ce qui sert à aborder les voiles, à hisser les voiles. Ouais. Vous avez la barre à roue qui permet de barrer le bateau, tout simplement, de garder un cap. Les instruments qui permettent de savoir où on va, qui permettent de connaître un petit peu la force du vent, de connaître l'angle du vent, parce que le bateau va tellement vite qu'on a l'angle du vent, on ne peut plus le ressentir comme sur un bateau normal. En fait, on est obligé d'avoir des instruments qui nous disent qu'on est à tel ou tel angle du vent. L'angle qu'on va ressentir sera tellement différent de l'angle réel que c'est vraiment pas évident sur les multicoques. D'accord. Parce que ces bateaux-là, ils créent leur propre vent en fait. Voilà, par leur vitesse, ils fabriquent leur propre vent. Et de ce fait, par exemple, on peut être à 30 degrés du vent apparent, entre l'axe du bateau et le vent apparent, 30 degrés. Et on pourra aussi bien être au près qu'au vent de travers. Il n'y aura pas de différence. L'angle du vent changera que d'1 ou 2 degrés. Okay, donc on est obligé de tenir compte de ces paramètres. Et oui. Et vous voyez des batteries de bloqueurs pour eux. On a des forêts de cordage qui sont... Voilà. Hop là. Oula, oui. C'est le pont, vous voyez. Quand je suis arrivé sur ce bateau, c'est ce qui m'a le plus inquiété. J'en ai retiré la moitié. Il y en avait 2 fois plus. Ah ouais. Parce qu'en ancien bateau, il y avait 3 ou 4 bouts. Là, il y en a 40. Et c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Ouais, c'est les renvois de pieds de mât, c'est tous les petits réglages, des systèmes de hook. Effectivement, ça fait beaucoup de cordage. Et oui, ça fait des pièges de pont aussi, du coup. Ça fait, alors oui, quand la traversée du pont est effectivement un petit peu compliquée. Et donc là, on arrive à la zone du mât. En fait, c'est compliqué aussi parce que il y a des bateaux où on a les drisses qui sont au mât, et là, toutes les drisses, tous les cordages de mât reviennent sur l'arrière. Donc effectivement, ça complexifie un petit peu le truc. Et il y a là des gros morceaux comme la résine. Alors ça, c'est la dérive. Voilà, c'est ce qui empêche le bateau de dériver. Et ça fait peut-être, doit être pas loin de 6 mètres de long, c'est un gros morceau. 6 mètres de long. On l'a remis en place hier, là on avait fait une petite réparation à faire dessus. Ça pèse lourd et c'est vraiment un gros morceau. Ah oui, tu m'étonnes. Alors je vais vous emmener peut-être voir les foils, vous voyez les fameux foils qui nous permettent de soulager le poids du bateau. Oui, et on m'a dit qu'ils avaient une forme particulière ces foils. Alors on a fait modifier l'extrémité du foil qui est complètement différente d'avant et qui augmente la portance de à peu près 30% par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Mais alors c'est bien d'augmenter la portance Plus le foil pousse vers le haut et plus le bateau est aérien en fait. Vous voyez, pareil, je ne sais pas si on le voit sur votre image, mais il y a des plans porteurs. Vous voyez le safran, il y a un plan dans l'eau horizontal. Ouais. Et ça c'est aussi quelque chose qui crée de la portance et qui fait que le flotteur est soulevé avec la vitesse, si vous voulez, le flotteur est soulevé en fait. D'accord. Et ça aide à aller vite, ça aide à passer bien dans les vagues, ça a plusieurs petits avantages. Excellent. Alors en fait là, on arrive au niveau des voiles d'avant. Donc en fait là on a une seule voile qui est prête à fonctionner, c'est le J2. Oui. C'est une voile qu'on met quand il y a à peu près 20 nœuds de vent. Il y a devant qu'on est en train de préparer, il y a le J1, le Génaker. Là, il y a le J3 qui est une voile plus petite pour le mauvais temps. Et il y a combien de voiles en tout sur ce bateau? Et donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on est à 5 voiles. Ah ok, j'aurais cru plus, mais c'est déjà pas mal. C'est vrai que par rapport aux bateaux qui font le Vendée Globe, ils ont 2 fois plus de voiles que nous. Mais en multicoque, on essaye de rester le plus léger possible. Et de ce fait, le poids global du bateau est très important et il vaut mieux avoir moins de voiles et puis être plus rapide aussi pour les changements de voiles. Bon, il y a de voiles, moins on fait de changements de voiles. Donc on ne perd pas de temps. Et alors, il pèse combien ce bateau? Il fait 15 tonnes. Ah ok, et ça c'est plutôt léger.
Les nouveaux font un petit peu moins, mais c'était extrêmement léger. Oui, non, non, c'est un Ouais. bateau qui est tout à fait, pour la taille et la largeur, c'est un bateau qui est extrêmement léger, oui. Et alors, ce bateau, il paraît que c'est un ancien bateau. C'est pas un bateau tout neuf, c'est pas un bateau dernier cri. Et vous l'avez hiverné pendant tout l'hiver. Quelles améliorations vous avez fait sur ce bateau? En fait, ça a été pas mal sur les appendices que je vous ai montré tout à l'heure. Oui, Ça a été pas mal aussi sur l'accastillage, oui, sur le chariot de grand voile, le rail de grand voile qui ont été changés, qui ont été allégés. Beaucoup de petites finasseries, vous voyez, il y a des bouts, on passe à des diamètres plus petits pour gagner du poids, gagner du frottement. Et c'est des petites choses qui prennent beaucoup de temps. oui. Mais ce qui a été vraiment long, c'est les nouveaux safrans. Là, D'accord. ça a été rien que le fait de les calculer, de faire le dessin, ça a pris du temps. Les réaliser aussi, les mettre en place, les mettre au point, tout ça, c'est long et compliqué. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur ce bateau? On peut voir l'équipe. Là, on est sur le point de faire une sortie, donc il y a une équipe qui est en train de préparer Ah oui, à le l'équipe. J1. Voilà. Bonjour les garçons. Donc il y a Corentin, il y a Quentin, il y a Antoine qui sont l'équipage du bateau et qui préparent tout ça. Oui, ils sont chanceux, hein, ils ont un beau métier, je pense. Ils ont pas l'air malheureux, hein. Non. Ils ont un skipper qui leur casse pas trop les pieds, alors Ah. ils en font qu'à leur tête, tout se passe bien. Ah, c'est bien, mais ils ont de la chance. Alors, Sébastien Picot, le beau de capitaine du bateau, Et il oui, a la lourde responsabilité que le bateau fonctionne quand on va partir tout à l'heure. d'accord. Hop là. Alors là, on revient dans le cockpit. Oui, Je vous ai pas montré le vélo, qui est Le vélo. une pièce historique, hein. C'est un bateau qui a 12 ans, qui a déjà fait 2 routes du Rhum. ouais, Et avec Franck Cama, sa première route du Rhum, donc ce vélo a été développé par Franck Cama. ouais. Et c'est vrai que c'est un petit truc amusant parce que on fait pas souvent du vélo sur un bateau Non, et ça permet, vous voyez, par l'intermédiaire de cet arbre de transmission, d'actionner les winches. Et donc d'accord. on a certaines manœuvres qui sont très longues. On est content de finir avec le vélo qu'on en a plein les bras. Eh Voilà. oui, oui, c'est clair. Ça peut durer jusqu'à combien de temps une manœuvre à bord de ce bateau? Alors, ça dure, je dirais, un renvoi de riz, ça peut durer un quart d'heure. Ah oui. Ça a une prise de riz, pareil. Hein, tout ça, c'est un petit peu long, les manœuvres sont un petit peu longues. Un envoi de Génaker, c'est une des plus longues manœuvres avec l'envoi de J1. Ça peut prendre, entre le moment où la voile est dans le sac et où elle est déroulée, ça peut prendre 3 quarts d'heure, hein, des fois. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment des manœuvres qui sont... Donc on a intérêt à pas se tromper Non, quand on décide d'envoyer. Enfin, le bateau continue à avancer pendant qu'on est en train de préparer tout ça. oui, Et ça demande énormément d'énergie, il faut Ouais. que ça marche, quoi. oui, c'est clair. Et il y a des vitesses sur le vélo ou pas? Alors oui, il y a un petit dérailleur exactement comme un vélo normal, vous voyez, avec des petites vitesses, clic-clic. Et par contre, on n'a pas beaucoup le choix des vitesses d'entraînement sur les winches. Oui, Donc on n'est pas très rapide. Quand on fait le vélo, c'est vraiment que c'est des manœuvres dures et qui sont longues. Et au moment où on commence à avoir vraiment mal au bras, on passe sur le vélo. ok, C'est ça va. ça. Je comprends. Alors là, je peux vous montrer le cockpit. Ah ici, oui. J'ai vu plein de Là, c'est la vidéos. partie, et tout, ici. Là, c'est pas encore aménagé, mais pour la route du Rhum, il y aura une couchette là, Ouais. il y aura un petit réchaud ici. Attendez, il y aura une couchette ici, vous Voilà. allez dormir là? Couchette large comme ça ici, qui se relèvera pour Ok. accéder au coffre. Là, il y a le support de camping-gaz en fait qui est là. Ouais. Mais il y aura les réserves de. Ça c'est pour la cambuse? Voilà, là c'est la cambuse. Il y aura les réserves en dessous et ça, ce sera le gaz. Et pour la cambuse, est-ce que vous êtes 100% lyophiles ou est-ce que vous prenez quand même des petits plats mijotés ou des choses comme ça? Ouais, il y aura essentiellement du lyophilisé comme on Ah. avait autour du monde, mais bon, je pars avec quand même un petit peu de frais, hein. Ouais. Quelques œufs, quelques petites choses comme ça qui permettent quand même de se nourrir moins artificiellement qu'avec le lyophilisé. Mais et là, sur cette bannette, il y aura quelque chose pour vous tenir ou vous pouvez tenir Alors on peut la régler, il y a des palans, ce Ouais. qui fait que selon la gîte du bateau, on peut la régler Ah ok. plus ou moins pour poste de navigation. Absolument tout revient au niveau du cockpit pour les courses en solitaire. Ouais. Donc ça, on avait laissé ça comme ça pour le tour du monde, malgré qu'on soit en équipage. En fait, ça s'est avéré pas mal pratique, hein, on était bien contents. Puis là, le fait de
repartir sur une course en solitaire, bon, ben, le matériel est déjà là, c'est pas mal. Ok. Et c'est-à-dire qu'en fait, tout se concentre ici, en fait, dans cette partie, Voilà, finalement. Si voilà, vous dormez voilà. là, vous mangez là, Voilà. vous préparez les navis ici, c'est ici que vous êtes le plus souvent, quoi. Sur la route du Rhum, cette fermeture-là sera condamnée. Ah oui. J'irai juste faire une excursion de temps en temps, être sûr qu'il n'y a pas de Une voie d'eau, qu'il y a excursion. pas, mais c'est vrai que absolument tout se passera dans les courses en solitaire entre cette petite nacelle et les manœuvres extérieures, en fait. Hein. D'accord. Et donc je vais vous faire quand même visiter l'intérieur, Oui, qui le étaient ventre de la vraiment mer. les quartiers pendant la course autour du monde, pendant leur corps autour du monde. Avec notre équipage, on était 6, donc il fallait quand même se loger et puis se reposer vraiment. Et oui. Donc sur une durée qui a duré 40 jours, il a fallu dormir. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. D'accord. Hop là. Ah, c'est un escalier en carbone? Alors oui, pareil, c'est d'origine tout ça, oui. Ah, c'est d'origine. D'accord. Alors, Ah oui, c'est haut de plafond, en fait. il est très haut, il y a énormément de volume à l'intérieur. Oui. C'est un bateau très, très confortable, très spacieux pour nos références de marins de course au large. On était tous habitués à des bateaux plus petits, Ah oui. que ce soit des mini transat ou des 60 pieds trimarans. C'est des bateaux qui avaient très peu de volume, donc ça nous paraît un volume formidablement Eh oui. confortable. C'est votre Crillon, quoi. C'est votre hôtel Crillon, c'est bateau de Oui, luxe pour exactement. accroire au large. Exactement. Et donc bah, vous voyez les couchettes, Ouais. la cuisine. La cuisine, ouais. Et- Et à l'avant, là, il y a... À l'avant, il y a encore des couchettes Ouais. qui, elles, sont utilisées bah, pour Pour les courses en équipage. les courses en équipage, quand il faut vraiment dormir 2 heures de rang. On sait que les gars sont sur le pont, qui veillent, on peut dormir bien là, dans le noir total, donc c'est bien Excellent. un grand confort. C'est la partie la plus confortable du bateau, parce qu'elle est près du centre, Ouais. et donc c'est ce qui bouge le moins. Le bateau bouge énormément en mer. Ah oui, oui, il bouge beaucoup parce que ça a l'air hyper stable en fait quand on voit sur les vidéos. Mais Ça dépend de la vitesse, quoi. Ouais. Si on va vite dans les vagues, le bateau bouge vraiment énormément, Oui. et il faut, vous voyez, on a mis des barres partout pour pouvoir s'agripper. Oui. Voilà. et oui. Là, c'est les cirés. Et oui. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? À l'arrière, il y a pareil des volumes. J'ai une table à cartes qui n'a pas beaucoup servi. J'avais installé ça pour, Ah oui. pour pouvoir faire Avec- la navigation, la météo confortablement, un petit peu à l'abri des paquets de mer. Mais c'est vrai que j'étais plus souvent là-haut avec les gars. Ça permettait d'échanger plus facilement. Et oui. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir là-haut dans votre centrale de navigation pour Ouais. continuer la suite de l'interview? Ok. Et comme ça, je vous pose le reste des questions à l'endroit où vous avez l'habitude de travailler. Hop là. Alors, vous avez fait la Nice Ultimate récemment et le bateau sortait de l'hivernage. Est-ce que vous étiez content des performances? Est-ce que il vous a donné satisfaction au niveau de ce que vous attendiez après l'avoir hiverné? Alors, on n'a pas encore tout compris, mais on a compris que c'était un plus. Oui. Alors, un plus de quel pourcentage? On n'a pas encore eu des conditions assez favorables pour vraiment exploiter ça. D'accord. On a eu une traversée du golfe de Gascogne où on avait l'impression d'aller peut-être 5%, 10% plus vite qu'avant. Ouais. Sinon, quand on était dans le petit temps, il n'y a pas de progrès. Au pré-serré, il n'y a pas de progrès. C'est vraiment des progrès qui sont quand on va au portant, quand on va dans des conditions où faut qu'il y ait pas mal de vent. Pour que ce soit parlant, nos modifications, il faut qu'il y ait pas mal de vent. D'accord. Et alors, ce bateau, est-ce qu'il fait partie de la classe ultime? Parce que quelqu'un m'a dit qu'il ne faisait pas partie de la classe ultime. Est-ce que c'est vrai? Eh ben, c'est une mauvaise langue qui avait parfaitement raison. Le bateau de la classe ultime, en fait, à ma connaissance, il n'y a que 3 bateaux. Oui. Alors qu'on sera 6 grands bateaux. On sera 6 bateaux de cette taille à faire la route du Rhum. Donc, il y en aura 3 dans la classe ultime, mais 3 qui n'auront pas voulu s'inscrire au club. Voilà. D'accord. Donc, c'est-à-dire on a les mêmes caractéristiques que les autres, mais pour des raisons qu'on veut garder notre indépendance essentiellement, Donc c'est un choix délibéré, Voilà, c'est un choix de délibéré. vous-même en fait. de ne pas vouloir s'inscrire dans une classe qui est
géré par les 3 armateurs des 3 bateaux. Ça peut D'accord. tomber sous leur coupe. Donc Ok, on veut oui, je rester comprends. indépendant. Oui, oui, c'est tout à fait, compréhensible. Mais du coup, Voilà, c'est pas une classe de coureurs, Ouais. c'est une classe d'armateurs. d'accord. Et si vous voulez, un coureur n'a pas d'intérêt à aller dans une classe d'armateurs si son armateur ne veut pas partir. Voilà. Ok. Et mais du coup, est-ce que vous allez faire le record du monde, du Tour du monde à la voile en 2019? Alors ça ne nous empêche pas de participer aux courses auxquelles les autres ultimes participent. Ouais, Comme là, récemment, on a fait The Bridge, ouais. on est arrivé deuxième. On a été aussi en Méditerranée récemment où il y avait des petites choses organisées pour les bateaux comme le nôtre. Ouais. Et la course autour du monde, il n'y a pas eu de décision prise, mais a priori, le bateau est là pour naviguer, donc pourquoi pas, oui, Ok. tout à fait. Ça paraît être une course intéressante, oui. Ah, ça serait super, parce que moi j'habite sur la presqu'île de Crozon, donc là je pourrais vous suivre en direct. Et est-ce qu'on peut sortir, parce que j'ai peur que le son... Oui, Il y a du bruit ici. Et peut-être se mettre là, de l'autre côté. Et alors, j'ai d'autres questions. Cette fois-ci, vous connaissez bien Guénolé. Oui, Et on a fait 2 tours du monde ensemble quand eh même. oui, quand même, donc Ça crée des liens, oui. Et là, il lance son projet Vendée Globe et il est à fond sur la spiruline. Est-ce qu'il vous a converti ou pas à la spiruline? Alors, Cette algue. rafraîchissez-moi la mémoire, j'ai un trou La là. spiruline, c'est une algue d'eau douce qui donne énormément d'énergie, etc. et qui permet comme ça en course, c'est un peu un super aliment quoi, qui permet d'avoir plein d'énergie. Sacré Guénolé, il m'a caché cette botte secrète. D'accord. Donc je vais lui demander de me fournir un peu de spiruline pour Bah la route voilà, du Rhum. voilà Oui. tout simplement. En Oui. plus, lui, je crois qu'il a l'intention même d'en cultiver à bord de son bateau. Donc il en aura plein. Il a fait beaucoup de choses avec Corentin de de Châtel-Perron et je pense que c'est avec lui qu'il a dû développer ça, oui. Ouais, c'est des beaux projets. Et oui, c'est des beaux projets. Et tous ces hommes, c'est des hommes qui sont passionnés de mer et de bateaux. Et vous êtes forcément un marin passionné, bien sûr, mais moi, je crois que vous n'êtes pas né au bord de la mer. Et non, je suis né en Eure-et-Loire dans les champs de la Beauce, voilà, ce qui n'est pas effectivement aussi vivifiant que le bon air de Bretagne, mais Et qu'est-ce qui vous a... comment ça se fait que vous soyez devenu marin? Quelle est l'expérience qui a réveillé cette passion? alors ça c'est pas une question facile. La première fois que je vous avez dirais, fait du bateau, c'était quand? c'était au Glénan quand j'avais 17 ans. Donc j'avais jamais approché un bateau de près ou de loin avant. Mais disons l'envie d'aller faire du bateau, elle est née, je pense, du fait d'aimer la nature, du fait d'aimer les grands espaces, du fait d'aimer le vent. Et le jour où on découvre le bateau, on s'aperçoit que c'est quelque chose de formidable en fait. Et au Glénan, vous parlez de l'école des Glénans ou dans l'archipel des Glénans? Oui, non, j'avais été en vélo. J'étais parti en vélo d'Eure-et-Loire, j'étais arrivé à l'auberge de jeunesse de Concarneau. Oui, Et en fait, j'ai entendu parler de cette école fabuleuse oui. et j'ai eu envie d'y naviguer. J'avais pas de sous. Ma maman qui était très gentille, elle a bien voulu me payer un stage. Ouais, Et, génial. alors que pour elle, c'était une dépense un petit peu Ouais. importante. Et du coup, j'ai fait ces 15 jours de stage. J'ai tellement aimé les Glénans que je suis resté plusieurs mois avec eux comme bénévole après, où j'étais nourri, logé sous tente et je les aidais à préparer le bateau et je naviguais le soir, ou je naviguais quand il y avait l'occasion de naviguer. Il y avait plein de possibilités sur plein de bateaux différents. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et vous étiez dans quelle base au Glénan? Vous étiez à Concarneau? Vous étiez à Paimpol? Alors j'ai été beaucoup à Pinfret. Ouais. J'ai été aussi à Dranec. À Ouais. Dranec, il y a un bâtiment dur dans lequel j'étais le seul habitant qui était réservé aux matérialistes. C'était Ouais. c'était ma fonction. Et après, j'ai été un petit peu sur l'île Verte aussi, au Ouais. large au large Briare. voilà. Ouais. La base de Paimpol, j'y suis juste passé pour prendre un bateau de croisière, faire un convoyage, mais je me rappelle des bâtiments en pierre et ouais, j'avais bien aimé
l'estuaire du Trieux, Ouais. c'est beau tout ça. C'est un super terrain de jeu. Ouais, c'est magnifique tout ça. Ouais. Et du coup, vous avez été chef d'île à l'île verte. Est-ce que ça, c'est une information qui est vraie? Oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, j'étais jeune, je devais avoir 18 ans. Hein. On progresse vite au Glénan, vous voyez, Eh oui. de stagiaire débutant. Un an après, j'étais chef d'île. Donc, Oui, on met des c'est un truc, j'avais beaucoup aimé cette possibilité de s'exprimer pleinement, rapidement, en fait. Et j'avais 4 caravelles ou caragognes, je ne sais plus. Et on partait de l'île comme ça, dans des coins qui avaient pas mal de cailloux. Et effectivement, j'avais pas de moniteur, alors j'étais obligé de déléguer à mes stagiaires. Et donc les stagiaires se sont mis un peu sur les cailloux. Peut-être je leur demandais trop. Peut-être j'étais pas assez mature pour les faire naviguer dans des conditions vraiment de sécurité. Pas été autoritaire alors Non, mais pas envie moi j'assurais la sécurité sur mon bateau. Ouais. Mais c'est dur qu'on a 18 ans d'assurer la sécurité sur un bateau et puis sur les 3 bateaux qui naviguent en flotte avec soi. Oui. Alors moi, par exemple, je faisais un virement peut-être un peu trop près des cailloux. Les stagiaires qui suivaient viraient, loupaient leur virement, allez, bing, crac, ils allaient dans les cailloux. Bon, j'ai appris comme ça, je me suis dit, bon, bah, c'est bien d'être responsable pour soi, il faut aussi réfléchir à être responsable pour les autres et c'était beaucoup plus difficile, oui. Et alors moi j'ai fait les Glénans comme vous à Paimpol, Oui. Mais pour autant aujourd'hui je ne suis pas coureuse au large. Qu'est-ce qui vous a fait passer de la pédagogie, de l'enseignement à la course au large? Ben, l'enseignement, j'étais pas fait pour, comme je vous ai expliqué. Malheureusement, on tâtonne quand on a 20 ans, quand on a 18 ans. Donc j'ai découvert que l'enseignement, j'étais pas très doué pour ça. Et du coup, j'ai fait des convoyages, j'ai fait pas mal de navigation océanique, mais sans ambition de course. Et puis c'est vrai que je voyais que j'avais envie de régler, comme tous les marins, on a tous envie de régler un petit peu plus les voiles pour aller un peu plus vite. Peut-être que je le voulais un peu plus que les autres. Et assez tard, je suis passé dans le monde de la course, j'avais déjà plus de 30 ans. Ouais. Ah oui, et ça c'est tard pour passer dans le monde de la course. Ben oui, maintenant, regardez, vous me parliez de Guénolé. Guénolé, il a commencé la course à la naissance quasiment. Oui, c'est vrai. Oups, et pardon, il est tombé dedans quand il était petit. Voilà. Si je vous demande quel a été votre plus beau souvenir de croisière hors course? Est-ce que souvenir hors course? Alors ça, j'en ai tellement que c'est dur. La zone de navigation que vous préférez dans le monde? Si vous parlez avec un ami et vous lui dites, moi je te recommande tel spot. C'est ça qui est incroyable. C'est là, si tu dois faire un spot avant de mourir, c'est là que tu dois aller, quoi. Ça dépend de la saison, ça dépend de tout ça, mais je pourrais dire tout bêtement la côte sauvage de Belle-Île où il y a des endroits extraordinaires avec personne. Il faut supporter la houle, il faut supporter tout ça. Mais quand on est dans des paysages complètement où il n'y a pas une construction super beau comme ça, c'est magnifique. Et oui, c'est clair. C'est vrai que c'est magnifique, c'est sauvage. Comment vous arrivez? En fait, vous dépensez moins d'argent que les autres coureurs. Vous avez des budgets qui sont moins importants. Vous avez des petites équipes, etc. Alors que vous pourriez voir les choses avec beaucoup plus de démesure. Qu'est-ce que c'est votre secret pour faire aussi bien, voire mieux que les autres avec, j'ai pas envie de dire avec vos petits moyens, mais avec votre côté un peu... On peut pas dire des petits moyens. Pas des petits moyens. C'est vrai qu'il y a eu certaines courses comme quand j'ai fait l'Ostar en trimaran 60 pieds, où là c'était vraiment des très petits moyens avec des voiles. J'ai gagné l'Ostar avec des voiles qui avaient 10 ans, avec pratiquement pas d'électronique dans le bateau. Mais après j'ai fait effectivement le premier tour du monde avec IDEC, qui a été mon premier sponsor pour ces grands records et qui est, vous voyez, depuis plus de 15 ans, qui est toujours là. Donc là, pareil, c'était un bateau ancien avec des vieilles voiles, etc. Mais là, on est arrivé à un bateau où, vous voyez, il y a des belles voiles, il y a du beau matériel. Il est magnifique, on ne peut pas dire qu'il y a des plus petits moyens. Si, il y a peut-être, on est une petite équipe de 4 personnes, quelquefois 5, quand les autres équipes représentent des fois 5, 6, 10 fois plus de monde. Oui, mais est-ce que c'est vraiment utile? Donc, on a l'impression d'arriver à bien faire ce qu'il y a à faire. Donc après s'il y a beaucoup de monde, ça devient dur à organiser aussi, en fait. D'accord. Ah oui, donc c'est vous, ça vous permet d'être plus à l'aise, de travailler avec une équipe plus restreinte. Voilà, on est plus proche,
On Il y a va un côté plus famille, peut-être. directement au cœur du sujet. Mm. On a l'impression de travailler un peu en famille. Enfin, disons on est plus efficace. Une petite équipe est plus efficace qu'une grosse équipe. Eh oui. Ça a été le raisonnement qu'on a eu pour le record autour du monde. Quand on a dit à l'époque qu'on partait à 6, tout le monde trouvait que c'était aberrant. Ouais. Et en fait, ça s'est bien passé à 6 parce qu'on était tous extrêmement motivés pour la réussite du truc. Et on donnait tous le meilleur de nous-mêmes, alors que quand on est une grosse équipe, à partir de 7, 8, 10, c'est plus pareil. Il y a une hiérarchie qui se crée. Là, on pouvait fonctionner sans aucune hiérarchie. Ouais, c'est génial. Et quels sont les marins que vous admirez ou qui ont porté vos ambitions, desquels vous vous êtes inspiré? S'il y en a. S'il faut en citer qu'un seul, je dirais moi Tessier. C'est J'en un peu étais vieux, sûre. hein. J'en étais sûre. Parce qu'il y a plein de marins qui disent que, notamment Guénolé, qui disent que chez vous, vous êtes au large. Et ça, il y en a plein qui le disent, hein, qui disent Francis, chez lui, il est au large, il est chez lui, quoi. Est-ce que vous avez un petit syndrome moi Tessier en vous, qui parfois vous vous dites oh là là, j'ai pas envie de rentrer à la maison, quoi. J'ai envie de continuer, de continuer, de continuer. Est-ce que vous savez le syndrome moi Tessier? Dans toute sa vie, il l'a fait une seule fois, hein, moi Oui, Tessier. oui. Non, je prétends pas être aussi extrémiste qu'il l'était. Et c'est vrai il a eu des moments de sa vie tout à fait extrémistes moi j'ai bien aimé ses livres. Un vagabond des mers du Sud, c'est un très beau récit que j'ai relu plusieurs fois. Moi je le connais pas, j'ai jamais rencontré. Et j'avais bien aimé. Il écrivait très bien aussi. Ouais. Il a une très belle écriture. Et pour quelqu'un qui connaît pas du tout le bateau et qui vous dit voilà Francis, moi je veux connaître un peu la mer, le monde de la voile, etc., les sensations, mais sans faire de bateau, qu'est-ce que vous lui conseilleriez comme livre et comme film à voir pour se plonger dedans? Alors, ouais, faut avoir. Après, c'est pas forcément. Ça dépend si c'est pour aller au large, si c'est pour aller faire du dériveur, de la planche à voile, du catamaran. La voile, c'est tellement divers que on peut pas résumer comme ça. Ça dépend un peu de la personne à qui je parlerai et de ses envies, hein. Donc, je ne peux pas. Mais par exemple, Vagabond des mers du Sud, c'est un livre que vous recommanderiez à n'importe quel marin qui voudrait connaître un peu les sensations? Ouais, n'importe qui ayant envie de voyage peut lire ce livre et puis voir un exemple d'envie de voyage extraordinaire. Oui. Et comme film, un film que vous aimez voir et revoir sur la mer et les bateaux, n'importe lequel? Alors, un film de bateau, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas évident. C'est pas évident, un film de bateau. Ouais, là vous me posez une colle. Une colle, j'ai collé Francis Joyon. Itinéraire d'un enfant gâté, allez. Itinéraire d'un enfant gâté, ça marche. Et ben je l'ai pas encore vu, je le regarderai. Bon, il y a eu un film sympa sur le Vendée Globe là. C'était un navigateur solitaire et se retrouve avec 2 personnes sur son bateau. Voilà, c'était François Cluzet. C'était un beau récit, j'ai bien aimé aussi, oui. D'accord, en solitaire ça s'appelait, oui, je crois. En solitaire, oui, j'ai bien aimé. Est-ce que vous avez des passions en dehors de la voile, de la mer et tout ça? Est-ce que, je sais pas, une passion pour le tir à l'arc ou n'importe quoi, autre chose qui vous passionne et qui vous prend au trip? J'aime bien faire du vélo, mais ouais. Vélo, vous suivez le Tour de France et tout ça? Non, plus c'est plus ambiance cyclotourisme, hein. Quand j'étais jeune, je faisais des grands trajets en vélo. J'allais avec mon frère explorer les 4 coins de la France. Là, j'aime bien faire un petit tour, découvrir des coins nouveaux, tout ça. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Imaginez, moi, demain, je vous dis Francis, je veux faire de la course au large. Et je veux faire de l'ultime en solitaire ou du bateau en solitaire. Qu'est-ce que vous me donneriez comme conseil pour que je réussisse? Ou tout du moins que je me casse pas la gueule? Ça c'est pas facile parce que j'ai eu un cheminement un petit peu trop différent des collègues pour être de bons conseils.
Moi, si je suis plus arrivé par là, à travers la construction de bateaux, à travers le large, à travers d'autres. C'est vrai qu'un cheminement comme mes équipiers, où ils ont fait des courses en mini transat, par exemple. Ouais. C'est un bon accès à la course au large, la mini transat. Ah, fais ta mini d'abord, quoi. On a que des minis à bord pratiquement. Ah, voilà. Ils sont tous passés par la mini transat. Donc Et ils sont arrivés sur le bateau, voilà. Comme des parents diraient à leurs enfants, passe ton bac d'abord, là ce serait passe ta mini d'abord. Ouais, exactement, oui. Excellent. Et quels sont les marins que vous, les coureurs au large, vos compétiteurs, quels sont ceux que vous craignez, que vous redoutez, ou vous dites, voilà, lui, soit il faut que je le batte, ou j'ai peur qu'il me batte, ou des choses comme ça? Le niveau de la classe est hyper élevé, hein. Que ce soit François Gabard ou d'autres, ils ont tous un super niveau et c'est tous des concurrents redoutables, bien sûr, hein. Et justement, en parlant de François Gabard, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un marin chanceux. Est-ce que vous pensez que vous êtes un marin chanceux aussi? Pour réussir, il faut avoir de la chance. Donc tous ceux qui réussissent, que ce soit François ou moi ou Thomas, on a tous eu de la chance, hein, par définition. La chance. Sinon, on n'aurait pas réussi. Mmh. Là, j'ai lu récemment le livre d'Isabelle Autissier sur le premier tour du monde, vous voyez, le Golden Globe. Ouais. Là, c'est l'exemple d'un marin qui n'a pas eu de chance, qui n'a pas eu de réussite, mais qui aurait pu réussir. Et voilà, des fois, ça ne tient pas à grand-chose, hein. Ouais. Donc il faut vraiment avoir de la chance ou savoir la saisir, quoi, l'attraper au vol et prendre les bonnes opportunités. Je vous remercie beaucoup, Francis. Je ne vais pas vous accaparer plus longtemps. C'était hyper sympa. On prépare notre petite sortie. Oui, tout à fait. Parce que maintenant, on va naviguer à bord de ce bateau. Je pourrais prendre la barre, Francis? Vous aurez le droit, oui. Ah, super. Quelle chance, merci beaucoup.